Bonsoir Thierry. Bernard Violet, bonsoir. Vous avez été journaliste pendant 11 ans à France 3 et à TF1. Vous êtes l'auteur de biographies de Johnny Hallyday, d'Alain Delon, du commandant Cousteau. Et vous publiez chez Flammarion PPDA. Voilà. Alors c'est un peu la compile de la face cachée de Poivre d'Arvor. À commencer par son nom d'ailleurs. Vous racontez l'inauguration de la rue Jean d'Arvor à Reims en 2003, en présence du maire de la ville. Et en fait, on apprend en lisant votre bouquin que Jean d'Arvor, c'est le pseudonyme du grand-père de Patrick Poivre d'Arvor, qui s'appelle Jean-Baptiste Jeuge. C'est un homme d'affaires qui faisait des affaires dans le caoutchouc et qui, pendant ses heures de loisirs, écrivait des poèmes. Alors d'après PPDA, des poèmes surtout mystiques, dédiés à Jeanne d'Arc ou à la cathédrale de Reims. Et puis j'apprends effectivement au fil de mes investigations qu'il n'écrivait pas que des poèmes. Mais oui, dites-donc, il écrivait des nouvelles... de cul, on peut dire, Polissonne, oui. Alors, il a écrit Le Harem en folie, L'abbé chez les poules, enfin tout un tas de... L'initiatrice également. Ouais. Donc, en fait, d'Arvor, c'était un pseudonyme du grand-père. Tout à fait. Que Patrick donc, a récupéré au moment où il s'est lancé dans le journalisme, c'est-à-dire au début des années 70. Mais c'est fort quand même d'être arrivé à faire nommer une rue de ce nom d'Arvor. Quand vous êtes au centre de la galaxie médiatique française, quand vous avez l'influence qu'a M. Poivre d'Arvor, bon, c'est vrai que le conseil municipal s'est laissé séduire par cette idée. Bon, sachant que c'est une petite ruelle dans un centre industriel de Reims, près du supermarché Cora. Donc en 2004, Patrick Poivre est autorisé par le journal officiel à s'appeler Poivre d'Arvor. Donc désormais, c'est son nom. C'est comme Giscard qui s'appelle maintenant Giscard d'Estaing. Exactement. Voilà. Ouais. Alors, ce qui est terrible aussi, enfin c'est vous qui dites ça dans votre bouquin, mais c'est que, en fait, Patrick Poivre d'Arvor a toujours dit qu'il était le descendant d'un fameux botaniste, un aventurier des épices. Pierre Poivre. Voilà, Pierre Poivre. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Parce que le pauvre Pierre Poivre n'avait que 2 filles. Alors bon, une fois qu'on l'a pris les doigts dans la confiture, il s'est dit « Ah, mais c'est peut-être pas lui, c'est de son frère. » Bon, c'est pas non plus son frère. Bon, ça, c'est une des caractéristiques de la façon de penser de Poivre, qui a eu toujours un gros penchant pour la fabulation, il faut le dire. Ouais. Il se faisait passer pour le neveu du prince Régnier. Quelques années plus tard, ses amis collégiens, il disait « Mais oui, je suis le filleul de Saint-Exupéry. » Et puis un peu plus tard, effectivement, devenu adulte, c'était ce fameux Pierre Poivre. Et là, je me suis aperçu que dans son dernier bouquin, il avait trouvé un aïeul du côté de Jeanne d'Arc. Alors je pense qu'à ce rythme-là, dans 2 ans, il va nous trouver quelqu'un du côté de Ramsès II. Bon, ouais. Alors ça, c'est sympa, je veux dire, chez les poètes, chez les comédiens, chez les écrivain authentique, ce qui n'est pas, à mon avis, tout à fait, c'est effectivement un peu plus inquiétant chez un homme dont la mission est quand même d'informer 10 millions de Français tous les soirs. Ouais. Alors, c'est vrai qu'en lisant votre livre, on s'aperçoit que Patrick Poivre d'Arvor est obsédé par s'inventer des origines. Il fait même un reportage aux Seychelles sur l'île Poivre, Pepper Island. Alors qu'on l'a, je vous dis, des historiens sérieux, on lui a dit non, c'est pas possible. Et là, bon, il continue à entretenir cette légende et beaucoup de journalistes gobent ça et continuent à faire des papiers sur l'ancêtre de Patrick. Ouais. Bon, est-ce qu'il a besoin de rêver sa vie? Est-ce qu'il a besoin de mettre en scène sa vie? Est-ce qu'il a besoin de, je sais pas. C'est un personnage complexe. Il y a peut-être une réponse dans votre bouquin parce qu'on apprend en fait que le père de Patrick Poivre d'Arvor était engagé dans le premier régiment de France, qui était l'armée de Vichy, quoi. C'est un régiment pétainiste. C'est peut-être un refus de ses vraies origines, vous ne pensez pas? Non, je pense, non, c'est plus grave. Je crois qu'il vous ressemble un peu de certains côtés. C'est qu'il s'est emmerdé. Il s'ennuyait durant son enfance, adolescence. Un papa qui était représentant de chaussures. Ouais. La ville de Reims où on s'ennuyait, franchement, et surtout le dimanche. Et c'est vrai que, bon, il s'est inventé une vie. Il a rêvé de mondes fabuleux, d'ancêtres aristocratiques, si possible, etc. Bon, et je vous dis, c'est très bien. C'est vrai qu'on a besoin, enfant ou adolescent, d'enrichir son imaginaire. Mais je vous dis, quand c'est encore ça à l'âge adulte, à mon avis, là, ça devient pathologique. Ouais. Non. Si, moi je pense que c'est le refus. Je pense qu'en fait c'est un refus de son père. Moi je pense que il l'a dit d'ailleurs ici un soir. Il a dit que finalement il n'aimait pas tellement son père quand son père rentrait de 3 semaines de tournée où il était sur les routes pour placer des chaussures dans des magasins. Il lui parlait à peine. Je ne sais pas si il n'aimait pas son père, mais je pense que l'absence de son père l'a fait souffrir. Ça c'est certain. D'où d'ailleurs ce transfert vers ce fameux grand-père.
pittoresque, caractère entier, omniprésent, et puis en plus qu'il a cultivé, qu'il a initié justement à l'écriture, aux choses qu'il a donné ce goût du livre, qui est certain chez lui. Je veux dire, il a un goût sincère pour la littérature et pour les livres, même s'il n'écrit pas très bien. Bon. Qui a lu ses bouquins et qui aime ses bouquins, je ne sais pas. Je ne les ai pas lus, mais je les aime beaucoup, que ce soit bien clair. Voilà. Voilà, donc ça c'est un peu les scoops du bouquin, parce qu'après ce que vous racontez sur ses enfants, sur la télévision, c'est des choses qu'on savait un petit peu quand même, non Bernard, non? Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Vous non, moi j'insiste beaucoup sur son métier de journaliste, effectivement, sur certains dérapages, dérives très graves à mon sens. Vous révélez quoi en fait sur l'affaire Saddam Hussein par exemple? J'apporte quelques éléments nouveaux concernant ce fameux épisode du bébé d'Irak. Ah oui. Ah oui, oui. Bon. Oui. Alors, le bébé qui s'appelle Florian. Donc, Patrick Poivre d'Arvor le rapporte en France dans un sac. Et en fait, vous dites, alors ça n'engage que vous, mais pas détaxé, en fait. Que Attali, en fait, quand il était à Matignon, a intercepté une conversation entre l'ambassadeur d'Irak en France et Michel Cotta, qui à l'époque dirigeait l'information de TF1. Et vous suggérez très clairement, en fait, que c'est un coup monté. Que c'est une opération de propagande, en fait, du régime irakien. Je ne pense pas que le coup était prémédité depuis la France, qu'elle a été préméditée sur place, effectivement, pour se faire un coup de pub, comme on dit, ça c'est certain. Mais il y a quelque chose de plus tragique, de plus pathétique, bon, même si c'est anecdotique, c'est ensuite toute l'exploitation médiatique de PPDA à propos de cet enfant qu'il a rentré d'Irak. C'est bon qu'il a accepté d'être le parrain de ce gamin avec donc surmédiatisation, Paris Match, machin, et que ce gamin a fini par mourir, vous savez, dans un accident de voiture, malheureusement. Bon, nouvelle couverte de Paris Match, le chagrin de PPDA. Pas le chagrin des parents, mais le chagrin de PPDA, parce que j'ai trouvé ça un peu indécent. Et puis peut-être le comportement pas très élégant de la part de PPDA à l'égard de ce gamin dont il était le parrain. Et on demandait au papa, je suppose qu'en tant que parrain, il offrait des cadeaux à Noël, à son anniversaire. Il dit, ah oui, ça, il a toujours été présent, toujours, jamais raté une date. Mais je lui dis, qu'est-ce qu'il offrait comme cadeau à ce garçon? À chaque fois, c'était que dégagé de TF1. Ouais. Bon, ça c'est. Vous en êtes sûr de ça? Vous avez c'est le témoignage du père. Ça. Non, mais c'est pas. Moi, c'est le témoignage du père que j'ai vu à plusieurs reprises. Je veux dire, c'est vrai. Ça a pris de la valeur, les pins de Bernard Montiel. Alors, sur l'affaire Castro, la fausse interview de Fidel Castro, vous apportez quoi comme révélation, Bernard Violet? J'apporte moins de révélations que des contradictions, une nouvelle fois, chez PPDA. Parce que vous, Ardisson, Karl, vous avez démontré, après avoir subi des pressions pas possibles, vous vous souvenez, pour empêcher la diffusion de votre reportage, vous démontiez de façon magistrale le mécanisme de ce bidonnage. Bon, monsieur PPDA, 20 ans après, ou un peu moins de 20 ans, continue à nier l'évidence, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'abidonnage. Et là, c'est là que je ne comprends pas. À nier que les journalistes nient les évidences, alors qu'on a des preuves, des faits avérés, vérifiés, vérifiables, je dis, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la tête de ce type. Et si c'est à lui qu'on confie la mission d'informer les Français tous les soirs, je me demande jusqu'à quel point son information, qu'il nous distille tous les soirs, est fiable. Vous voyez? C'est là que c'est grave quelque part, à mon sens. Parce que je me demande, c'est de quel droit vous donnez des leçons de morale, mais enfin bon. Je ne donne aucune leçon de morale, je suis ni flic ni curé, j'aligne des faits, j'essaie d'apporter un sens à travers certaines grilles de lecture, historiques, sociologiques ou voire psychanalytiques, c'est tout. Après, au lecteur de juger. C'est le compile de tout ce qui a été dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça méritait vraiment pas un bouquin, cette histoire. Vous l'avez lu? Non, ça me donne vraiment pas envie de le lire. Je ne vois pas l'intérêt de ce livre, très franchement. Si, c'est important. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Ça démontre, d'abord, ça explique le destin exceptionnel d'une réussite sociale exceptionnelle, mais pour lesquelles on peut également se poser des questions sur un homme dont la charge est quand même d'informer tous les soirs 10 millions de Français. Si cette information est biaisée, maltraitée... Les questions que je me pose, je ne trouve pas de réponse dans ce genre de bouquin en général. Lisez-le d'abord et vous verrez que moi, tous les avis pour l'instant... Franchement, j'ai beaucoup mieux à faire que de lire ce livre. Vous lisez ce que vous voulez. Bien sûr, je vous remercie de me le confirmer. Alors, sur l'affaire Botton, par exemple, qu'est-ce que vous révélez de nouveau? Il y a un élément l'affaire Botton, l'homme d'affaires donc lyonnais, qui est chargé de promouvoir la carrière de Michel Noir, dont fait du lobbying, comme on dit, et notamment auprès de la télévision, parce que c'est la télévision qui a plus d'impact.
on sait comment c'est terminé. Il achète beaucoup de journalistes, hein, des voyages exotiques, des séjours à droite à gauche, etc. Bon, et effectivement, on a reproché à un moment donné à PDA d'avoir touché pour 2 millions de francs de cadeaux. 200 millions de centimes. Bon, d'où procès. Mais ça, on le sait, Bernard. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau dans cette affaire? C'est l'histoire de cette affaire. C'est l'histoire d'un retournement de veste avec un nouveau témoignage de Pierre Botton qui, à un moment, était prêt à tout balancer et qui, à partir du moment où il a rencontré PPDA dans le bureau du juge d'instruction Courroy, un PPDA qui se jette à son cou quasiment, Pierre, on ne serait pas tombé, etc. Bon, se dégonfle et ne livrera pas tous les éléments qu'il a à sa possession à la justice, si vous voulez. Bon, ça, c'est un élément nouveau. Et ce qui également illustre le caractère, effectivement, un peu retors presque de PPDA. Vous avez des preuves de tout qui ça? sait très bien. Pour l'instant, j'ai pas de procès que je sache. Oui. Toutes mes informations que vous avez lues sont sourcées, recoupées, authentifiées. Il y a plusieurs centaines de notes. Bon, donc je pense être béton, si vous voulez, sur ce domaine. Bon, là encore, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'un journaliste qui reçoit pour des milliers et des milliers de francs, ou un animateur de télévision qui reçoivent des milliers de francs ou des montants à 50 000 francs de temps en temps, sont vraiment neutres dans leur travail? Moi, je ne pense pas, personnellement. Bien. Est-ce que ce métier, c'est pas aussi une certaine éthique? Bien, alors sur les rapports de Poivre d'Arvor avec la presse People, vous apportez quoi de nouveau dans votre bouquin, Bernard? Là aussi, je souligne cette façon de PPDA d'instrumentaliser la presse, People. Je veux dire que quand il a besoin de sauver la mise de Claire Chazal qui allait être éjectée après le départ de son mari pour Canal+, bon, PPDA monte au créneau médiatique, fait la couverture de Paris Match toujours pour défendre sa consoeur. Bon, quand il a des problèmes de cœur ou de voilà, il s'expose dans la vie, voilà, et après il va se poser en poseur de vertu en disant surtout j'ai pas ma vie privée. Il faudrait savoir, soit on joue le jeu, non, mais attendez, soit on se pose également encore des questions légitimes. Pourquoi M. PPDA a-t-il besoin d'exhiber sa vie privée, sa vie personnelle, jusqu'à son gamin aujourd'hui? Vous comprenez bien, Bernard Violet, que là, tout ce que vous nous dites, c'est de l'opinion. Non, je démontre un mécanisme. Oui. L'opinion, c'est les lecteurs qui l'auront. Moi, j'apporte des faits, je démonte un mécanisme, des ressorts d'une façon d'agir, de se comporter, et puis pour peut-être expliquer au fin du compte que on est peut-être un peu cocus tous, téléspectateurs citoyens, avec ce genre de personnage qui essaie de faire appuyer les voix, sachant que c'est un homme de pouvoir quand même. Il est quand même au centre de la galaxie médiatique en France. Il est partout. Le JT, les émissions littéraires, les radios, la presse écrite. Je veux dire, c'est un homme de poids. Si vous voyez les pressions ou la peur des gens que j'ai rencontrés, hein, et notamment à propos des auteurs, j'ai rencontré à travers des centaines de livres, des dizaines d'auteurs, à qui je pose la question, comment ça se passe avec PPDA. Poivre d'Arvor, attendez, soyons clairs, Poivre d'Arvor vous a pas interdit de rencontrer des gens. Il n'a pas appelé des gens en leur disant de ne pas vous rencontrer. Non, ça, je reconnais que, lui a refusé de collaborer, mais il m'a laissé, il n'a pas verrouillé, il m'a fait recevoir par certains membres de sa famille, ses meilleurs amis. Ce qui lui permettait ensuite de savoir qu'il était plus de travail. C'est le jeu. Enfin... Cela étant, le mauvais coup qu'il m'a joué, en sortant son bouquin avant le mien pour parasiter la sortie de ma bio, c'est pas très élégant. Mais c'est de bonne guerre, le mec. Peut-être qu'il connaît mieux le sujet que vous, peut-être. Le mec. Oui, après ça. Non, Bernard Violet, attendez, Bernard Violet. C'est sa version, effectivement. C'est normal. Il se doute bien que vous allez, dans votre bouquin, de la part d'un journaliste, qui était prêt à jouer révéler l'existence de l'enfant qu'il a eu avec Claire Chazal. Il sort un bouquin 15 jours avant avec Serge Raffi, qui est numéro 1 des ventes d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il balance avant vous. C'est normal, il vous a coupé l'herbe sous le pied, mais c'est normal. C'est élégant, parce que je veux dire que que soit Johnny ou l'abbé Pierre, à chaque fois, il y a de l'élégance là-dedans. À chaque fois que j'ai collaboré soit avec l'abbé Pierre ou Johnny, c'était très très bien passé. Non mais attendez, lui c'est son fils, c'est normal qu'ils veulent le révéler. Mais arrêtez ça, secret de Polichinelle, vous savez très bien, tout le monde est au courant, vous dans le microcosme parisien. Là vous êtes vert, en fait. Il Bernard Violet est vert, note. Il figure dans vous êtes vert parce qu'il vous a coupé l'herbe sous le pied, c'est tout. François figure dans le Wouzout 2003. Donc je veux dire, c'est du domaine public. Mais quand même, vous êtes vert parce qu'il vous a coupé l'herbe sous le pied, quoi. Non, mais je trouve ça pas très élégant, je trouve ça une roublardise, c'est moche de sa part de court-circuiter les bouquins sur lui.
Non, C'est pas chacun très fait ce qu'il veut, mais courtois. c'est pas très sympa, pas très Pour élégant. vous Oui, mais enfin bon, je pense que les lecteurs Ils seront pas trouveront dupes. plus Ils sauront trouver le bon livre. de matière dans mon bouquin que dans le Ah, la sien. matière, il y en a un. Je vais vous dire un truc. Bâclé, qui est quand même Je bâclé. vais vous dire un truc. Vous croyez pas, quand vous faites Cousteau, par exemple, là, vous apprenez Là, vous vraiment... touchez le fond, là. Non, non. Quand vous faites Cousteau, vous apprenez vraiment des trucs sur Cousteau, c'est-à-dire sa dimension collaborationniste. Mais sur PPDA, franchement, tout a été dit. Puis il y a beaucoup d'autres C'est qui, éléments là inédits. C'est qui la prochaine victime, sur les Bernard? titres. Mais non, mais là, avec le mauvais tour, le coup de Jarnac qui m'a joué, ça décourage de jouer la transparence, la loyauté. c'est vrai, ça donc décourage j'ai plus d'être envie de le honnête. dire. mais à vous, je vais le dire parce qu'on est entre amis. Hein. D'abord, c'est pas une victime, ça sera un héros. Pour moi, c'est héros, c'est pas des victimes. Et donc, mon prochain héros sera, dommage que le Julien ne soit plus là, ce sera un monument du cinéma français qui est Gérard Depardieu. Ah Pas Vous mal. allez révéler qu'il boit? Non, il ne voit plus. Bernard Violet, PPDA. C'est publié chez Flammarion, mesdames, messieurs. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.